Retour au direct, comme on dit, ici à l'auditorium des Archives nationales. Rémi Luglia et Rémi Beau, si vous voulez bien me rejoindre à cette tribune un peu solennelle. C'est vous qui avez été aux manettes depuis plusieurs mois, et de nombreux mois, Henri l'a rappelé tout à l'heure, pour la préparation du programme scientifique de ces 2 journées avec Aline Treillard. Pourquoi on fait ce colloque? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? C'est quoi les objectifs? À quoi on sert là tous les uns et les autres? Alors, il faut appuyer à droite pour que ça marche. Voilà, oui. Là. Déjà, on est là pour se retrouver un peu physiquement pour une partie et à distance pour d'autres. Pas complètement réussi, ça, oui. Depuis ces différents reports, effectivement, c'est quelque chose qui nous a manqué. Donc, faire corps, c'est aussi cela. Et c'est un élément, je dirais, central des disciplines universitaires et scientifiques. C'est d'avoir des moments comme ça partagés, où on peut échanger sur nos travaux, partager des points de vue, les confronter, les contredire aussi, et ainsi faire avancer notre vision. Et donc, il y a un premier objectif de ce colloque qui est évidemment fortement scientifique, c'est-à-dire d'explorer ce champ de la protection de la nature plutôt en France métropolitaine, parce qu'il y a déjà beaucoup de collègues qui ont travaillé sur les espaces notamment anciennement colonisés. Et il y a des apports très intéressants qui ont été faits, notamment en histoire de l'environnement, mais aussi sur d'autres disciplines. Et cette histoire-là, déclinée au niveau du territoire métropolitain, c'est un peu un parent pauvre de cette recherche. Et donc, il nous a semblé intéressant de pouvoir se concentrer aussi sur cet objet-là, de façon à pouvoir comparer avec la situation, par exemple, des colonies, voir les éléments communs, voir les divergences aussi, et d'une certaine façon, faire progresser notre conception de cette longue histoire de la protection de la nature, qui va bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale, qui remonte au XIXe siècle, et même on peut en tracer des traces déjà au XVIIIe. Voilà. Donc ça, c'est un premier objectif du colloque. Le second, Henri l'a bien exposé, il s'agit clairement de faire dialoguer à la fois les recherches et les chercheurs universitaires et aussi les acteurs, les faire dialoguer au niveau des partenariats. Henri l'a bien rappelé, effectivement, on a un certain nombre de partenaires qui sont très variés, à la fois des acteurs publics. On vient d'entendre Olivier Thibault. Ça fera l'objet de 2 sessions de ce Tout à fait, oui, des acteurs associatifs aussi, effectivement, et puis des universitaires. Ça se retrouve d'ailleurs dans les communications où on va mêler les 2 regards, les 2 points de vue. Et l'idée est vraiment cela, de faire dialoguer les différents acteurs et les chercheurs pour faire progresser justement notre vision. Et puis, évidemment, Olivier Thibault l'a rappelé, l'idée c'est bien d'éclairer les enjeux actuels de la protection de la nature. Je ne dirais pas qu'on est à un moment charnière, parce que ça fait bien longtemps qu'on est à des moments charnières en matière de protection, mais on est sur un moment où les choses se transforment peut-être de façon accélérée, où, moi il me semble en tout cas, qu'il y a une conscientisation qui progresse à toute vitesse au sein des sociétés, au moins de nos sociétés occidentales, y compris parmi les décideurs, qu'ils soient locaux ou nationaux, y compris aussi parmi les acteurs économiques, et ça c'est peut-être un peu nouveau à ce niveau-là. Et donc là, il y a besoin de se tourner vers le passé pour savoir ce qui a réussi, ce qui n'a pas fonctionné, et analyser les trajectoires qui montrent là où on en est. En analysant ces trajectoires, je pense qu'on va pouvoir aussi définir en commun vers où on veut aller collectivement. Et ça, c'est vraiment les enjeux à venir. Ok. Vous avez travaillé comment pour élaborer le programme de ces 2 journées? Vous avez fait un appel à communication, vous avez passé des coups de fil aux copains, vous avez comment on prépare un programme scientifique comme celui-là? On le prépare de façon assez traditionnelle pour un colloque scientifique, c'est-à-dire qu'on écrit effectivement un appel à communication que l'on a co-rédigé à 3 voix avec Aline Treillard, avec Rémi Luglia et donc avec moi-même. L'intérêt de cette coécriture, c'était qu'on avait un croisement de disciplines, puisque Aline est juriste, elle finissait une thèse sur le droit de la nature ordinaire, les aspects juridiques de la protection de la nature ordinaire. Rémi Luglia, qui est historien, qui a travaillé sur cette histoire de la protection de la nature, sur certains animaux aussi, sur le castor en particulier. Et puis moi-même qui avais soutenu aussi une thèse dédiée à la nature ordinaire, une thèse de philosophie sur des questions éthiques de nos rapports à la nature ordinaire. Et donc on a rédigé un appel à communication, au fond, qui se posait la question de savoir ce que signifiait ce tournant, cet intérêt croissant pour la nature ordinaire,
qui laissait entendre au fond, qu'on nous passait d'une protection de la nature ancienne centrée sur les espaces remarquables, sur la nature un peu exceptionnelle, et que l'on commençait à s'intéresser de plus en plus à la nature ordinaire. Alors, c'est l'intérêt de ce titre, c'est ce que laisse entendre ce titre de la réserve intégrale à la nature ordinaire, mais on voulait quand même questionner cette façon de penser une succession de modèles en se disant, au fond, est-ce qu'il y a vraiment un remplacement, un changement de modèle, ou plutôt une coexistence de différents modèles? Et puis, trop insister sur ce tournant vers la nature ordinaire, est-ce qu'il n'y avait pas un risque aussi d'affaiblir la protection de cette nature remarquable? Donc, il y avait à la fois un élargissement de la protection de la nature d'un point de vue territorial, mais aussi une crainte que peut-être trop parler de basculement vers la nature ordinaire, c'était potentiellement l'affaiblir. Et donc c'était un peu le contenu de notre appel à communication. Et on a reçu une quantité assez importante de communication qu'on a organisée. Vous avez fait un tri impitoyable ? On a fait un tri impitoyable à l'aide d'un comité scientifique qu'on remercie beaucoup parce qu'il nous a beaucoup aidé à composer le programme. Mais donc c'est à partir de cela qu'on a organisé ces 3 sessions, hein, les sessions quelle nature protégée, des partenariats reconfigurés et nouveaux objets, nouveaux regards, qui donnent la grande structure générale du colloque. Et puis peut-être un mot quand même sur les intitulés un peu surprenants des tables rondes. Il y a la première, donc celle qui va se dérouler aujourd'hui, s'intitule « Doit-on abandonner l'usage du terme biodiversité et revenir à celui de nature ?» On a quitté l'usage de la nature, enfin, pourquoi revenir? C'est un retour en arrière? Oui, simplement, et ça c'était au cœur de l'appel à projet, au fond, l'hypothèse que l'on faisait, et qui est partagée par beaucoup de connaisseurs du monde de la protection de la nature, c'est que progressivement, il y a eu une montée en puissance du terme de biodiversité par rapport à celui de nature, et que le terme de biodiversité a remplacé progressivement celui de nature. Il y a une technicisation, disons un passage de la protection à la gestion, et on voit depuis quelques années une forme de contestation de cette place trop importante qu'occupe le terme de biodiversité, en soulignant le fait qu'il n'embrasse pas toutes les problématiques, il n'embrasse pas tous les rapports précisément à la nature que permet de désigner ce terme de nature. Et donc, il me semble que depuis à peu près une dizaine d'années, on voit un retour de l'utilisation assumée du terme de nature. Peut-être dire un mot là-dessus. La question qui va se poser aussi, c'est est-ce qu'on revient à une ancienne acception, une ancienne division du monde entre nature et culture, ou est-ce que l'utilisation du mot nature indique un nouveau paradigme, une autre façon de penser le monde? Est-ce que l'histoire se répète? C'est que simplement on fait marche arrière pour revenir à un usage estimé ancien, ou est-ce qu'on invente une nouvelle façon de décrire les relations? Ou est-ce qu'entre-temps on a lu des scolas? Oui, entre-temps, on a eu des scolas, on a réfléchi, on a aussi, j'allais dire avancé, mais je ne pense pas que ce soit dans un sens finaliste, mais en tout cas, on a une autre vision des choses qui correspond à l'état de notre société actuelle. Et je pense que c'est ça aussi l'interrogation. Est-ce que c'est simplement un retour en arrière, ou est-ce que c'est une nouvelle définition de la nature, une nouvelle figure? Et alors la nature, donc c'est l'autre table ronde, est-ce qu'on peut encore la piloter? Il y a eu un moment où on l'a pilotée? Il y a sans doute un moment où on a cru pouvoir la piloter. Est-ce qu'on l'a piloté réellement? Ça, c'est une autre question. Mais clairement, Olivier Thibault l'a rappelé, on a cru pouvoir contrôler le monde, on a cru pouvoir s'exonérer de la nature. En tout cas, on l'a écrit, on l'a dit. Est-ce qu'on l'a fait? On pourrait déjà en discuter. Et puis là, actuellement, on est télescopé quand même par un certain nombre de crises, très nettement, et qui montrent que la croyance humaine de dominer l'ensemble de la planète et de la nature, elle pose question. Et elle n'est pas si aisée que cela. Il y a des rétroactions, il y a des conséquences, et l'homme actuellement mesure un certain nombre de conséquences de ses actions. Voilà, donc le pilotage est-il possible? Pourquoi pas? Et à travers le pilotage, on va aborder la grande question entre libre évolution et gestion. Comment doit-on gérer la nature? Faut-il la gérer? Faut-il la laisser évoluer librement? Dans quelles conditions? Dans quelle surface? Quelle place de l'homme
dans cette nature-là. Voilà, c'est des questions finalement qui sont très vastes. Alors quand on élabore un programme comme celui de ces 2 journées, il faut aussi choisir des têtes d'affiche. Il y a donc une conférence inaugurale et il y aura une conférence de clôture. Comment est-ce que vous avez désigné les 2 conférenciers? Commençons par celui de la conférence finale, parce que comme ça fera une transition parfaite avec l'intervention de Raphaël Larrea. Oui, alors en fait cette idée d'avoir 2 conférences, une conférence introductive et une conférence conclusive, c'était aussi pour donner une forme d'unité et de cohérence au colloque, parce qu'on va avoir des présentations très plurielles, très variées, qui vont aborder des sujets qui vont témoigner de la richesse et de la diversité des thématiques rassemblées sous ce thème de protection de la protection de la nature. Et donc en fait je dirais que les noms de ces 2 conférenciers ils se sont imposés assez vite. Alors en commençant en premier lieu effectivement par Patrick Blandin pour la conclusion. En réalité lorsque l'on a écrit, et je l'ai déjà évoqué, l'appel à communication, on avait en tête le petit livre de Patrick Blandin de la protection de la nature au pilotage de la biodiversité. Et donc ce petit livre qui montrait très bien et qui abordait déjà cette question des transformations dans les pratiques que pouvait impliquer ce passage de la nature à la biodiversité, ce passage de la protection à la gestion, avec une forme de technicisation. Donc de ce point de vue-là, Patrick Blandin nous semblait tout à fait indiqué pour conclure ce colloque. Et puis, si je puis dire, si l'on regardait tout simplement la préface de ce livre, eh bien, en fait, on trouvait le nom de Raphaël Larrea aussi, qui accueillait le livre, le texte de Patrick Blandin dans sa collection. Et donc, d'une certaine façon, on a recomposé ce duo du livre en conférence introductive et conférence conclusive. Mais ça n'était pas, bien sûr, la seule raison pour laquelle on tenait à avoir Raphaël en conférence inaugurale ou introductive ce matin, c'est aussi parce que ces multiples casquettes, d'agronome d'abord, de sociologue et puis de spécialiste des éthiques environnementales, l'ont conduit à être témoin d'un grand nombre d'évolutions de ce rapport à la nature, et en particulier dans les politiques de protection, notamment parce que Raphaël a été membre et président de plusieurs conseils scientifiques de parcs naturels, de parcs nationaux, et donc il a pu observer cette évolution des pratiques de protection, parfois avec une pointe d'ironie quand ces pratiques devenaient trop interventionnistes. Raphaël a un goût assez prononcé pour la libre évolution, ce qui l'a conduit à participer aux travaux d'un groupe IUCN sur cette question de la libre évolution de la nature. Et puis enfin, c'est bien sûr par rapport au travail au long cours d'éthique environnementale que Raphaël mène avec Catherine Larrea sur ces questions des rapports entre les humains et la nature, qui nous semblait tout à fait précieux de l'avoir ce matin en conférence introductive. Alors on va entendre tout de suite Raphaël Larrea. J'ai une question qui vient d'arriver et que je vous pose à tous les 3 en fait, à Raphaël et aux 2 Rémi. Le terme de nature n'est-il pas lui-même une chipisation du vivant? Il est en effet le plus souvent utilisé par différence avec l'homme qui reste extérieur à cette nature. Oui, ben on est bien dans le débat. Je ne suis pas sûr qu'il faille pour nous y répondre dès à présent. On va garder la question pour la table ronde. Mais... Oui, on va garder la question pour la table ronde. En fait, toute la question, c'est de savoir ce qu'on met dans le terme de nature. Est-ce qu'on y met l'homme aussi ou pas? Certains parlent plutôt d'écosphère. Est-ce que l'écosphère, c'est la même chose que la nature? Voilà une question à poser aussi à la table ronde de tout à l'heure. Et retenons l'expression de chipisation du vivant pour la table ronde. J'aimerais les entendre. Est-ce qu'on chipise le vivant? Peut-être dire un dernier mot et encore une fois remercier notre collègue qui ne peut pas être là aujourd'hui, Aline Treillard, qui nous regarde sans doute à distance, mais elle a vraiment été une personne motrice de toute cette organisation et ce colloque. Voilà. Donc même si elle n'est pas présente, n'oublions pas de penser à elle. J'ai une autre question, mais elle est très terre à terre. Pouvez-vous mettre des cavaliers indiquant le nom de chaque orateur? Normalement, sur l'écran, voilà, la réponse est à l'écran.